Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, l'émission d'analyse et de décryptage de la télévision du Burkina. Ce matin, 4 sujets sont convoqués au débat entre le 11 et le 13 juillet dernier. Les Burkinabés de la diaspora se sont retrouvés à Ouagadougou pour leur premier forum de l'histoire. Un rendez-vous pour recueillir la contribution en réflexion, mais aussi en action de ses compatriotes pour le développement du pays. Et le clou de la rencontre a été certainement ce face-à-face du président du Faso avec les compatriotes de l'extérieur. Si l'initiative est très appréciable, elle reste à être parfaite au regard des difficultés mises à jour à l'occasion. Débat de presse analyse sans concession cette actualité et répondra à la question si les 72 heures de Ouagadougou ont pu permettre d'avoir des éléments tangibles dans le sens de l'élaboration d'une politique nationale de gestion de la diaspora burkinabé. Deuxième sujet convoqué au débat ce dimanche, la conférence sur le PNDS après son lancement en pompe il y a 2 ans. Ce référentiel pour le développement du Burkina Faso cherche toujours ses repères car on est loin du compte par rapport aux promesses de financement des projets. Finalement, on s'interroge à l'horizon 2020. Est-ce que l'horizon semble certain ou pas pour la réalisation des projets? On en parle dans cette émission. Et troisième sujet de débat ce matin, le 9 juin dernier, le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature prenait des sanctions contre plusieurs magistrats allant du blâme à l'abaissement d'échelon, sans oublier la rétrogradation et la révocation, mais aussi la mise à la retraite d'office. Eh bien, coup de théâtre ce 10 juillet, le Conseil d'État a annulé la décision instituant le Conseil de discipline et déclare illégales toutes les autres décisions prises par ce Conseil de discipline. Finalement, l'opinion peut bien se poser des questions quant à la fin de la corruption dans la magistrature, mais aussi pourquoi ce chamboulement. Et à l'international, la Côte d'Ivoire sera convoquée à ce débat où le président du PDCI, Arikona Bédié, avoue qu'il n'a pas été consulté dans la formation du nouveau gouvernement dirigé par Gon Coulibaly. Un gouvernement qui révèle les tensions au sein du RHDP, le Rassemblement des Oufouettis, et plus largement, doit-on craindre de nouvelles crises en Côte d'Ivoire? On en parle dans cette émission. Et si le temps nous permet, en fin d'émission, on pronostiquera sur l'issue de la finale de la Coupe du Monde Russie 2018 qui a lieu ce soir même en Russie. Et sont venus pour le débat. À ma gauche, Dabadi Zumbara, rédacteur en chef des éditions Le Pays. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour le débat. À ma droite, Ladji Bama, le rédacteur en chef du journal d'investigation Les Reporters. Bonjour. Bonjour Fousseni. Merci d'être venu pour le débat. À ma gauche encore, je reviens à Xavier Belem Niégré de la radio-diffusion télévision du Burkina, Radio Nationale, si vous voulez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu et nous nous attendons d'un moment à l'autre. Yacinthe Sanou de Omega FM. Dabadi Zumbara, on l'a vu pendant 72 heures. Le président les Burkinabés de l'extérieur se sont retrouvés à Ouagadougou pour leur premier forum de l'histoire. Vous, déjà au niveau des éditions Le Pays, vous en avez croqué ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez déjà même de cette initiative qui est une première au Burkina? Oui, alors il faut dire quand même que c'est une belle initiative, c'est une initiative qu'il faut saluer, parce que les Burkinabés de l'extérieur avaient le sentiment qu'on les a oubliés. Mais avec la tenue de ce forum, ce sentiment n'est plus d'actualité. Et quoi qu'on dise, c'est vrai, ça faisait 3 jours, mais il faut dire que ces 3 jours ont permis quand même d'échanger sur les préoccupations de ces Burkinabés-là et de jeter les bases véritablement d'une meilleure organisation
de ces derniers en vue de leur plus grande participation au développement du Burkina Faso. Comme vous le savez, en 10 années, les Burkinabés vivant à l'extérieur ont apporté beaucoup de devises à leur pays d'origine, ce qui se chiffre autour de 1200 milliards au cours des 10 dernières années. Alors, ce sont des chiffres effectivement officiels dont je pense qu'on ne pouvait pas laisser quand même ces Burkinabés-là comme ça, sans rien faire pour eux. Et puis, il faut comprendre quand même que les Burkinabés qui vivent à l'extérieur ont aussi les mêmes droits que ceux qui vivent au Burkina. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont... C'est des Burkinabés à part entière. Exactement, c'est des Burkinabés à part entière. Donc, il n'y a pas à dire que, bon, pour ces derniers-là, il faut se retenir. Non, je pense que dans la mesure où ils sont des Burkinabés, il faut effectivement qu'une réflexion soit menée pour essayer de les organiser davantage. Certes, on peut dire que les 3 jours peut-être ont été insuffisants pour le faire, mais je pense que c'est déjà une bonne base parce que c'est déjà un début. En toute chose, il faut un pas, et je pense que c'est le pas qui vient d'être posé. Et on va mener certainement la réflexion va se poursuivre et pour effectivement organiser davantage ces Burkinabés, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même beaucoup de difficultés que ces derniers-là rencontrent dans certains pays. Et donc je pense qu'il faut travailler à lever tous ces gros d'étranglement. Et cela ne peut se faire que dans un cadre effectivement de réflexion assez large comme le cas du forum. Oui, Ladji Bama, on l'a vu à l'occasion de ce premier forum de la diaspora, on a retrouvé des Burkinabés dans des coins les plus insoupçonnés de la planète, comme quoi ils sont loin du pays, mais ils ont toujours le cœur à l'ouvrage, ils ont toujours le cœur au pays. Et comme quoi également l'autorité a compris la nécessité de les associer au développement. On n'a pas que seulement besoin de leur contribution financière ou de leur contribution pour les envois monétaires, financiers qu'ils font parvenir au pays, mais on a besoin d'eux dans leur globalité. Oui, absolument, absolument. Comme Dabadi l'a dit, il fallait bien donner, en tout cas, ne serait-ce que l'expression à ces Burkinabés-là de toujours continuer à estimer qu'ils font toujours partie de ce peuple, qu'ils font partie de ce pays. D'ailleurs, je me demande si même un forum suffit pour y arriver. Est-ce qu'il ne faut pas plus qu'un forum? Parce que un forum, c'est bon, mais est-ce que avec ce forum, on peut toucher vraiment et adresser surtout tous les problèmes qui sont posés et auxquels font face au quotidien ces Burkinabés qui sont hors des frontières du pays? Donc, je considère que c'est déjà un premier pas de bon qui est fait, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir en tout cas regarder en face avec beaucoup de sérieux, de perspicacité et apporter des réponses à un certain nombre de problèmes auxquels ces Burkinabés font face. Et surtout, ne pas utiliser ce forum-là comme un paravent pour considérer que, bon, oui, on a organisé un forum, tout le monde était content, et puis bon, ça s'arrête là, il n'y a rien de concret qui va s'en suivre. Et surtout, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est surtout le timing même de ce forum, le contexte politique dans lequel il se tient. Est-ce qu'il n'y a pas des petits agendas cachés derrière, surtout quand on sait le débat brûlant qui est posé en ce moment concernant le vote des Burkinabés de l'extérieur? Ce forum aujourd'hui qui est venu comme ça, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif politique à travers ça? Il y a toutes ces questions qui se posent. Et donc, je pense ces questions ont été débattues lors du face-à-face du président du Faso avec les Burkinabés installés à l'extérieur. On va certainement y revenir. Xavier, vous, votre avis déjà même sur l'opportunité de cette première dans l'histoire? Merci. Je pense que pour le forum, le débat ne se pose pas. La nécessité de réunir les Burkinabés, c'était peut-être une volonté exprimée par les autorités, mais il y avait quand même ce sentiment de se réunir à Ouagadougou même au niveau donc de ces étrangers-là. Moi, je vais peut-être apprécier un peu le contenu des débats. Si vous avez remarqué, pour ceux qui ont suivi un peu, l'organisation n'a pas été parfaite parce qu'il y avait des gens qui estimaient qu'ils n'ont pas été organisés pour prendre la parole. Vous voyez des gens qui ont certainement cotisé depuis des millions de kilomètres qui arrivent
et qui n'ont pas pu exprimer un peu leurs préoccupations devant le président du FASO. Ça, c'est un manque d'organisation que peut-être il faudrait revoir un peu pour les prochaines éditions. Sinon, concernant... Certains avaient évoqué le fait de les faire intervenir par zone. Voilà, justement. Les Burkinabés d'Amérique, les Burkinabés d'Europe, les Burkinabés d'Asie. Oui. Et à l'intérieur, ils s'organisent maintenant pour voir qui doit prendre la parole pour pouvoir porter les préoccupations, comme ce que les gars du Niger ont fait. Eux, ils sont nombreux, ils étaient 8, je crois, et finalement, ils ont délégué un porte-parole pour porter les préoccupations en face du premier des Burkinabés. C'est l'une des tâches noires que le comité d'organisation doit s'atteler à revoir un peu pour les prochaines éditions. Mais je pense qu'il y a ce que l'Aguibama a touché, c'est quand même un problème fondamental qu'il va falloir poser actuellement par rapport au vote des Burkinabés de l'extérieur. Mais l'affaire a été réglée puisque le président l'a réaffirmé. Oui, il a réaffirmé. Il a dit que les Burkinabés vont voter. Les Burkinabés de l'extérieur vont voter en 2020, ils vont voter et c'est même pris en compte dans le nouveau code électoral qui va être revu et corrigé à l'Assemblée nationale. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout de mon point de vue parce qu'on a dit que les Burkinabés vont voter. Alors, ils sont environ 10 millions hors de nos frontières, pour selon les certains chiffres. Alors, est-ce que tous les Burkinabés de l'extérieur vont voter? C'est une question. Est-ce qu'on pourra déployer le matériel aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, à Moscou, en Allemagne, au Niger, à Agadez, dans tous ces recoins-là pour retrouver les Burkinabés? Dans les îles Gargalènes. Voilà, vous voyez, c'est une question qu'on ne touche pas actuellement. Il faut qu'on ait le courage de le toucher pour qu'on situe un peu ces Burkinabés de l'extérieur-là, pour dire tout le monde ne va pas voter, parce que c'est évident. Voilà. Je ne sais pas comment les autres en pensent, mais c'est une préoccupation qu'on doit poser pour qu'on sache qui peut voter et qui ne peut pas voter au regard des moyens financiers que le pays dispose et éventuellement avec ses partenaires financiers. Hyacinthe Sanou, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce débat de presse. Vous, comment vous avez vu, est-ce que ce premier forum a mis à nu un certain nombre de difficultés qui sont insurmontables, comme certains confrères semblent le montrer ici, par rapport au vote des Burkinabés de l'étranger, par rapport à un certain nombre de questionnements, leur contribution au développement. Vous, votre avis? Non, je pense que déjà, les uns et les autres l'ont dit, c'est un premier pas, en tout cas dans l'approche de notre diaspora, et c'est une promesse aussi qui avait été faite donc, dans le discours de Nouvel An, de le tenir dans le premier semestre, ça a été fait. Maintenant, bien sûr, dans l'organisation, tu pourrais trouver à redire, mais comme c'est un premier forum, on peut donc tirer les conclusions pour la suite. Pour ce qui est, pour moi, de la suite à donner, il faut déjà retenir ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est de réunir, en tout cas d'essayer de réunir notre diaspora qui nous représente à travers le monde. Ça a été fait. On a essayé d'avoir en tout cas les différentes zones géographiques représentées à ce forum. Maintenant, cette diaspora a exprimé des préoccupations. Le vote des Burkinabés, on va revenir certainement, mais je pense qu'il y a déjà des pistes qui nécessairement, on ne peut pas faire voter les 10 millions de Burkinabés. Il y a des pistes notamment de regroupement en passant par... Donc dans les 10 millions, ils ne sont pas tous en âge de voter. En âge de voter, ça c'est la première chose. Et ils ne sont pas tous aussi dans des zones rattachées à des ambassades ou des consulats. Donc il faut déjà... travailler sur ce domaine, la préoccupation a été posée sur la table. Le fait d'avoir assez de représentation du Burkina Faso à l'extérieur. Mais je pense que, grosso modo, il faut retenir, pour moi, déjà ce premier pas-là qui a été fait, mais aussi des bonnes pistes. Il y a ce face-à-face-là qui a eu lieu avec le chef de l'État, qui a permis aux uns et aux autres des préoccupations aussi bien spécifiques à certaines zones que générales. Et je pense que la promesse a été faite pour ce qui est de réitérer pour ce qui est de vote de Burkinabés de l'étranger avec la relecture du nouveau code électoral. Ça, maintenant, c'est acté. La mise en œuvre, les pistes ont été plus ou moins déclinées par la CENI. Maintenant, il va falloir nécessairement déterminer quelle est la meilleure piste pour pouvoir avoir le maximum de Burkinabés inscrits à l'extérieur sur les listes électorales. Maintenant, il y a également certains points sur lesquels qui ont été assez intéressants à ce forum. Il s'agit déjà de la cité de la diaspora, la première pierre qui a été posée. Pour moi, c'est un pas parce que on a beau le dire donc au niveau de l'extérieur, il y avait ce fait-là chez les Burkinabés. On a tellement d'exemples de Burkinabés de l'extérieur qui ont été plus ou moins grugés
en voulant construire un chez-soi au pays. On parle d'investissement, mais 70% donc des investissements des Burkinabés sont dans les investissements immobiliers. Donc, on a tellement de personnes qui ont été grillées dans cette zone, dans ce domaine d'activité, qu'il était forcément bien pour l'État de s'investir pour ce qui est de la cité de la diaspora. Pour moi, c'est déjà un premier pas. Et il y a aussi une tentative de magnificence de l'excellence au niveau de la diaspora avec les étalons de la diaspora. Je pense que c'est une bonne initiative, même si je pense qu'il faut carrément mettre en place un jury pour cela, pour éviter des frustrations et que ce soit vraiment un travail scientifique qui soit fait, parce que les 5 Burkinabés de la diaspora qui ont été désignés, en tout cas étalons, je pense qu'ils le méritent amplement, mais pour moi, il s'agit aussi des 5 de la diaspora qui sont parmi les plus médiatisés. Il y en a qui travaillent au quotidien dans leur zone et qui ne sont pas médiatisés. Et il faut un travail, pour moi, de plus en profondeur pour permettre de savoir qu'est-ce qu'ils font, pour pouvoir désigner vraiment à l'avenir des étalons de la diaspora qui répondent vraiment à l'excellence comme veut le gouvernement. Donc c'est pour moi plus ou moins des bons aspects qui démontrent la pertinence du forum. On a même vu donc à l'occasion du forum la naissance d'un mouvement politique. C'est le moment de la diaspora, donc un mouvement politique de la diaspora. Ça veut dire que la diaspora aussi compte jouer un rôle sur le plan politique et je pense que c'est de bon augure pour l'avenir du Burkina. Oui, et Dabadi, on l'a vu, il n'y a pas que seulement qu'on a besoin de leur contribution financière, de leur contribution économique au développement du pays, mais on a besoin d'eux dans tous les secteurs où ils peuvent apporter leur contribution au développement socio-économique du Burkina. Hyacinthe l'a dit, il y a la question de l'immobilier avec la cité de la diaspora, il y a la question du vote des Burkinabés de l'étranger, et on évalue à plus de 100 milliards de francs CFA la contribution en 2017 de ces Burkinabés installés, quoique bon, ces chiffres ne sont pas exhaustifs selon certains experts. On peut dire donc que la machine est en route et comme l'a dit certains sur ce plateau, il reste à être parfaite au fur et à mesure. Non, c'est tout à fait juste. Je pense qu'on cherche des partenaires peut-être occidentaux, alors qu'en réalité, nous avons des compatriotes qui peuvent jouer ce rôle par moment. Rien qu'en Côte d'Ivoire à côté, vous avez plus de 3000 opérateurs économiques burkinabés. Vous imaginez, et ces opérateurs économiques interviennent dans divers secteurs. À l'occasion du TAC qui a eu lieu en 2017 en Côte d'Ivoire, le point a été fait en 2016, pardon, et effectivement, on a retrouvé beaucoup de Burkinabés qui sont dans plusieurs domaines. Donc, pourquoi ne pas les organiser pour que, par exemple, dans le cadre même du PNDS, par exemple, un opérateur économique burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire peut dire, bon, écoute, pour le secteur pêche et ceci, moi je m'engage, parce qu'il a les moyens de le faire, et un autre prendra un autre secteur. Je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver, effectivement, à les organiser et à optimiser davantage leurs contributions. C'est vrai parce qu'on a dit qu'au bout d'une dizaine d'années, c'est plus de 1000 milliards. Vous voyez que c'est énorme. Vous imaginez si c'était bien organisé. En 2017, vous avez parlé d'une centaine de milliards en une seule année. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment énorme ce que ces Burkinabés apportent comme contribution. Et les experts estiment même que si c'est bien organisé, oui, on a des pays comme le Mali, oui, le Sénégal, qui sont des pays d'immigration, oui, où pratiquement la diaspora apporte pour beaucoup. Après l'aide publique au développement, c'est la contribution de la diaspora. Exactement. Qui est importante. C'est une réalité. Je pense qu'il faut travailler à lever les groupes d'étranglement, comme je le disais. Parce que vous avez des compatriotes, lorsqu'ils reviennent pour entreprendre certains projets, et il y a trop de difficultés. Et c'est ça qu'il faut travailler à amoindrir pour que les gens puissent effectivement investir librement dans les secteurs dans lesquels ils interviennent, dans les pays où ils vivent. Sinon, effectivement, parce que le domaine de l'immobilier, bon, c'est le domaine le plus facile. Si vous avez votre argent aujourd'hui, vous circulez à Ouagadougou, vous allez voir sur un mur, c'est écrit vente de parcelles, vous avez un contact, vous appelez, vous payez votre parcelle, et puis bon, paf, vous cherchez des maçons, on peut commencer à construire. Alors que vous avez des secteurs structurants, par exemple, qui demandent quand même qu'il y ait de l'investissement et pour lesquels il faut naturellement que l'État intervienne.
Parce qu'il faut discuter du cadre, de l'environnement. Beaucoup de questions peuvent entrer en compte. Et donc, je pense que c'est à ce niveau que l'État doit faire un gros travail. Mais comme je l'ai dit, avec ce forum, je pense que c'est déjà un début. Ça permettra d'avoir certainement une liste. Et cette liste-là, on peut la parfaire au fur et à mesure. Certainement que ça permettra de connaître davantage le nombre d'opérateurs économiques que nous avons et qui résident à l'étranger et qui peuvent apporter effectivement les contributions dans les différents secteurs que nous connaissons. Peut-être même dans d'autres secteurs qui ne sont pas développés par exemple au Burkina. Oui, Ladjibama. En fait, je crois que c'est bien ce qu'on dit. Hein. On a fait un peu le tour de la problématique. Et comme je l'ai dit au départ, le problème qui se pose avec ce forum, c'est surtout, et c'est ce que tout le monde a relevé d'ailleurs, on sent qu'il n'y a pas eu un certain mûrissement de la chose. La chose n'a pas été bien mûrie, justement. Et c'est pourquoi j'ai parlé tantôt de timing. Et ça, on se demande si vraiment les gens voulaient vraiment organiser ce forum pour les objectifs affichés. Les officiers qu'on affiche, et en tout cas jusque-là. Parce que, je ne sais pas si moi je n'ai pas été trop attentif, mais si vous voyez, si j'ai bien compris, il n'y a eu qu'environ 2 ou 3 semaines qu'on a commencé à parler de l'organisation de ce forum et qu'on l'a programmé rapidement et puis il a eu lieu. Alors que c'est quelque chose qu'on aurait dû mûrir depuis longtemps, qu'on aurait dû préparer avec beaucoup plus de sérieux, et les problèmes que les uns et les autres ont soulevés n'auraient pas pu avoir lieu, notamment les problèmes d'organisation, les problèmes des étalons et tout ça dont on a parlé. Par contre, ce que moi j'ai surtout vu comme objectif inavoué, c'est que c'est surtout cette affaire de vote de Burkinabé de l'extérieur qu'on a voulu peut-être essayer enfin, même pas régler. On veut en tout cas faire croire que, on va faire voter les Burkinabés sans toutefois s'assurer qu'on va les faire voter comme l'autre le disait, dans les bonnes conditions. Il ne s'agit pas de dire qu'ils vont voter sans qu'ils ne puissent voter réellement, parce que c'est ça aussi. On a aussi la sortie du chef de l'opposition, Zéphirine Diabré, qui émet également des doutes quant à la... Non, et c'est tout à fait justifié. Quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, à supposer qu'on dit que non, les Burkinabés de Côte d'Ivoire vont voter, et on se retrouve avec 4 ou 5 bureaux de vote pour toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a que quelques-uns qui sont autour de ce bureau qui vont voter. Le reste qui sont dans la grande forêt là-bas ne vont jamais voter. Et ça, ce sera triste. Ils n'auront pas voté en réalité. Donc c'est pourquoi moi je pense que au-delà de ce forum, il faut s'asseoir et mûrir la chose de façon beaucoup plus sérieuse et à l'avenir organiser ces Burkinabés-là de façon beaucoup plus efficiente pour qu'on puisse vraiment tirer le meilleur d'eux. Parce qu'il peut donner beaucoup à ce pays. Ce pays est un pays, comme on l'a toujours dit, de migration. Beaucoup de populations de ce pays vont se chercher, comme on dit, à l'extérieur. Et les pays qui ont su tirer des dividendes de ces genres de situations-là sont ceux-là qui ont su, en tout cas, organiser cette diaspora pour qu'elle puisse, en tout cas, en retour, apporter beaucoup de moyens qui puissent permettre au pays d'avancer. La Banque mondiale disait qu'en 2017, en publiant un rapport sur les migrations, c'est le Nigeria qui vient en tête avec 22 milliards de dollars par rapport à la contribution de la diaspora nigériane pour le développement à l'intérieur, suit l'Égypte et puis il y a également des pays comme le Sénégal avec 2 milliards de dollars et le Mali et le Burkina avec 0,4 milliards. Oui, et même là, moi je pense que c'est parce que le Nigeria c'est tellement le pays le plus, en termes de population, est en avance sur le Burkina, ils sont plus nombreux. Mais si on devait faire ça de façon, comment on appelle ça, à la proportionnelle, on verrait peut-être que le Burkina en avance. Parce que le Burkina, en Afrique, je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays qui a beaucoup de ressortissants à l'extérieur comme le Burkina. On a beaucoup de ressortissants burkinabés qui sont à l'extérieur. Et si on doit peut-être faire un calcul sur la base de rapports, contributions et nombre d'habitants à l'extérieur, on verra peut-être que le Burkina même en avance. Seulement, faute d'organisation de ces populations-là, on n'arrive pas à vraiment bien tirer profit de leur contribution. Oui, Yacine Sanou, est-ce que vous avez ce sentiment que c'est également au Burkinabé installés à l'extérieur, d'être vigilants sur un certain nombre de promesses qui leur sont faites, d'être assez regardants sur un certain nombre de préoccupations
qui sont les leurs, mais qui souvent ne sont pas suffisamment pris en compte pour des calculs politiciens ou peut-être autres. Bien sûr, je pense que déjà le vote des Burkinabés de l'étranger, c'est en partie dû à leur lutte. Ils ont tenu en tout cas à voter, ils l'ont manifesté de toutes les manières qu'ils ont pu et ils ont réussi à l'obtenir. À eux aussi de veiller à ce que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles pour permettre à ce que, en tout cas, leur voix soit représentée. Je pense que si leur voix doit compter, en tout cas dans le développement du Burkina Faso, c'est serait nécessairement à eux de la porter. Maintenant, on a un peu parlé du forum, mais je pense que le forum n'est pas véritablement, même pas la principale voie de faire participer les Burkinabés. C'est un premier pas, c'est un aspect, peut-être même une activité d'un ministère, pour permettre d'avoir une piste de solution, mais je pense que la diaspora elle-même déjà doit pouvoir, s'organiser, parce que dans la division, on n'aura jamais, donc l'union fait la force, on le sait, donc déjà s'organiser autour déjà du principe du vote, à ce que ce qui va être mis comme mécanisme par la CENI soit le plus efficient possible. Et bien sûr, on attendra de voir au niveau de l'Assemblée nationale le vote du code électoral. Ensuite, il y a la question de leur implication dans l'économie. Le PNDS leur a été présenté, mais comme l'a dit Dabadi, chacun, en fonction de son secteur d'activité, peut apporter. Maintenant, comment il le fait et comment il fait en sorte que son apport profite à tout le Burkina et non à quelques individus. Je pense que c'est à eux-mêmes déjà de faire ce travail. Donc je pense que, quelles que soient les différentes suites qui peuvent être données à ce forum, la majeure partie revient, en tout cas aujourd'hui, aux Burkinabés de l'extérieur eux-mêmes. Oui, Xavier, est-ce que vous avez le sentiment que peut-être l'élaboration d'une politique nationale de gestion de la diaspora au burkinabé se dessine clairement avec ce premier rendez-vous? Se dessine avec certainement des difficultés parce que si vous avez vu avec la conférence des ambassadeurs, ils ont soumis une préoccupation, à savoir le fait que beaucoup de Burkinabés ne sont pas bien placés, bien soutenus par l'État en tant que structure centrale, donc dans des institutions. C'est une préoccupation aussi qui a été soulevée lors de cette dernière rencontre. Pour dire qu'il y a des Burkinabés qui sont excellents dans certains domaines d'activité, qui ont besoin de ce soutien au niveau de l'État, que ce soit au niveau ceux qui sont dans l'administration et que ceux qui sont dans le secteur privé. Donc il faudra travailler aussi à aider ces populations-là, ces Burkinabés qui excellent dans certains domaines-là, à pouvoir se hisser. Voilà, je pense qu'il faut dessiner cette politique-là aussi pour accompagner surtout ceux qui sont dans le secteur privé. Par rapport aux élections, je voudrais terminer là-bas parce qu'on a senti aussi cet attentisme au niveau des acteurs politiques. Les choses n'ont pas avancé parce qu'il n'y a pas eu de proposition concrète. On a vu le Tocsin qui avait essayé d'alerter un peu depuis quelques années, qui parlait de ce vote des Burkinabés de l'extérieur, mais il n'y a pas eu de proposition concrète par rapport aux documents administratifs. C'est peut-être lundi qu'on va en débattre, mais l'opposition aussi est sortie, mais il n'y a pas eu de proposition. On dit par exemple que c'est le gouvernement qui doit proposer, mais qu'est-ce que vous avez proposé au gouvernement pour qu'on dessine les choses bien avant? Nous sommes à on va dire quelques mois de ces élections-là. Il ne faut pas qu'on arrive à quelques semaines maintenant, bon, la loi est taillée, maintenant on va estimer encore qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont exclus parce qu'ils n'ont pas les documents administratifs pour voter. Je pense que les acteurs politiques se sont pris en retard et que c'est quelque chose qu'il faut corriger rapidement pour qu'il n'y ait pas de conflit au moment du vote. Oui, là, Dibama, on passe au second sujet, le PNDS, qui a été présenté d'ailleurs à ces Burkinabés vivant à l'extérieur. Il y a eu une conférence cette semaine, une conférence internationale sur la mise en œuvre où le gouvernement burkinabé est venu encore exposer les projets qui nécessitent des financements. Or, il y a 2 ans, il y a eu un certain nombre de promesses, 18 000 milliards de promesses de financement et aujourd'hui, on est très loin du compte. Comment on peut expliquer cela? Non, il y a certainement beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer, notamment est-ce que ceux-là qui sont au devant de ce PNDS donnent les garanties pour que les gens s'engagent vraiment avec eux? Ça, c'est une première question que moi je me pose. Parce que quand on regarde, une chose est de faire un échafaudage assez merveilleux, présenter aux gens et tout ça, mais une autre aussi est de pouvoir montrer aussi que ce qu'on présente, ce qu'on entend faire est vraiment soutenu par une volonté politique qui va dans le sens affiché.
C'est ça aussi. Vous ne pouvez pas avoir des projets comme ça que vous voulez en tout cas mettre en œuvre ou demander le soutien de bailleurs de fonds qui veulent s'engager avec vous. Mais à côté, quand ils vous regardent dans vos faits et gestes, ils vous ne donnent pas des garanties, surtout en termes de lutte contre, de bonne gestion d'abord de ces deniers-là, en termes de transparence dans la gestion de ces deniers qu'on recherche, en termes de rigueur dans la lutte contre la corruption et tout ça. Les gens, ils ne sont pas dupes, les gens regardent tous ces paramètres-là pour pouvoir s'engager avec vous. Et quand, si tous ces paramètres-là, on ne voit pas de signaux forts qui montrent qu'on peut vous suivre, c'est sûr que les gens ils vont dire oui, on va vous accompagner, mais au moment de mettre la main à la poche, ça va coincer. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être certaines politiques, on a par exemple cette loi sur le PPP, et un certain nombre de choses. Justement, quand j'ai parlé tantôt de transparence, de bonne gestion des deniers, c'est de tout ça que je veux parler. Et c'est vrai, à un moment donné, ça n'a pas été rendu public, mais ce qu'on a compris dans les coulisses, c'est qu'à un moment donné, des institutions comme le FMI étaient obligées de taper du poing sur la table pour interpeller le gouvernement sur un certain nombre de choses, notamment ce dont tu parles. Cette loi sur les PPP, c'est cette loi aussi qu'on a votée en temps pour permettre aux différents départements ministériels de passer les marchés par le gré à gré et tout ça. Mais vous ne pouvez pas faire tout ça et puis bon, les gens vont fermer les yeux pour vous suivre comme ça, béatement. Ce n'est pas possible. La gestion de l'argent public quand même demande un certain nombre de minimum, de rigueur dans ces choses. Quand vous ne le faites pas, c'est difficile de pouvoir vous suivre. Oui, Dabadi, est-ce que c'est votre avis que quelque part, il manque toujours la méthode à moins de 2 ans du terme de l'échéance du PNDS pour véritablement que ce référentiel de développement soit effectivement un outil de développement pour le pays? Non, je pense qu'effectivement, on peut situer, j'allais dire, les résultats que nous avons enregistrés, l'insuffisance sur plusieurs volets. Vous avez effectivement le volet que l'Adjibama a évoqué. Il y a que, effectivement, la gestion peut poser problème à un certain niveau, mais il faut aller au-delà, en fait, de tout cela. Parce que ce que les gens ne doivent pas perdre de vue est que dans le cas du PNDS, il ne s'agit pas de projets que l'État doit réaliser. Il y a certes des projets que l'État doit réaliser. Par exemple, si vous prenez certains projets dans le domaine sanitaire, etc., c'est l'État. Et sur ce plan, on peut dire que les lignes peut-être bougent. Parce que quand même, à travers les recrutements, par exemple, cette année, d'un certain nombre d'infirmiers, de professeurs, etc. Mais vous avez ces projets structurants qui ont besoin d'opérateurs économiques. L'opérateur économique, on leur a présenté, on a présenté des projets à des opérateurs économiques qui ont trouvé que c'est des projets alléchants et qui décident de les financer. Mais à quelles conditions? C'est à ce niveau que les sous peuvent corcher. Et donc, il y a d'abord la part effectivement de l'État, parce qu'il faut effectivement réunir un certain nombre de garanties pour que l'investisseur qui va venir soit sûr qu'en investissant dans votre pays, il va en tirer profit. Mais vous avez des choses aussi qui ne dépendent pas forcément de l'État. Peut-être, bon, on peut toujours lier ça à la gestion. Lorsque vous prenez par exemple les nombreuses grèves que nous avons entrées en 2017, plus de 200 grèves dans une année qui compte 365 jours. Un opérateur économique sérieux, il va réfléchir par 2 fois avant de venir investir dans votre pays. Parce que si les gens ne travaillent pas et qu'ils s'amusent à investir dans votre pays, il ne pourra pas rentabiliser son argent. Donc je pense, voilà des questions par exemple qui peuvent effectivement poser problème. Et donc, mais je pense que l'essentiel ici, il faut quand même dire que la tenue de cette table ronde-là, c'est une bonne initiative parce qu'elle a permis au moins de constater ce qui a été fait et de jeter les bases, hein, j'allais dire, ce qui reste à faire. Donc, on a pris connaissance de ce qui a été fait sur le terrain. Puisque les organisateurs estiment qu'à moins de 2 ans de l'échéance, il faut accélérer. Non, c'est tout à fait normal. Mais est-ce normal. qu'ils ont été surpris? Bon, on ne peut pas dire qu'ils ont été surpris. S'ils disent qu'ils ont été surpris, c'est que c'est quand même dommage parce que ce sont des gouvernants. Et comme je l'ai dit, même les grèves que nous avons enregistrées, c'est des choses qu'on pouvait plus ou moins prévoir à travers certaines actions. Et donc, il fallait tenir compte de toutes ces réalités-là pour mettre les bouchées doubles, pour éviter certaines situations. Là, ça permettrait d'avancer plus vite. Sinon, aujourd'hui, le rythme auquel nous allons, c'est clair qu'on ne pourra pas atteindre les résultats escomptés. Si vous prenez un domaine comme celui de l'assainissement, nous sommes autour de 29%.
Alors que l'objectif, c'est de porter ce taux à plus de 50%. Ça serait effectivement difficile si on n'accélère pas le rythme. Mais on peut effectivement l'accélérer parce que 2017 ne sera pas forcément peut-être 2018. Comme 2018 peut-être ne sera pas forcément 2019. Mais encore faut-il qu'effectivement nos gouvernants soient beaucoup plus vigilants et, j'allais dire, prennent en tout cas des mesures idoines qui vont permettre à l'ensemble des investisseurs qui se sont engagés à financer des projets de le faire et dans de bonnes conditions. Oui, et Yassine Sanou. Alors, déjà, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir. Pour moi, le gouvernement a tiré une leçon de Paris avec cette leçon de Ouagadougou. C'est déjà cette guerre des chiffres. Aujourd'hui, les 18 milliards, tout le monde le présente comme on a pensé à un moment donné que Paul Kavatiaba était revenu de Paris avec les 18 milliards de mallettes. Ils ont eu jusqu'à aujourd'hui du mal. Mais la communication en son temps était faite à défaut. C'est exactement ce que je veux dire. Ils ont tiré les leçons de ça et vous avez vu qu'il n'y a eu aucun chiffre qui a été prononcé à l'issue de la conférence de Ouagadougou. Mais déjà, c'était assez pertinent de tirer cette leçon-là parce qu'on s'est rendu compte très vite que la communication a péché. Aujourd'hui, nous sommes à 95% de mobilisation sur les 5 000 milliards qui étaient recherchés pour le financement du PNDS, ce qui veut dire qu'il y a déjà un travail qui a été fait. Maintenant, les 18 000 milliards restent dans la tête de tous les Burkinabés. Donc, nous avons un gap de 13 000 milliards à rechercher et à trouver pour que le Burkinabé puisse comprendre, parce que c'est difficilement compréhensible. Aujourd'hui aussi, nous avons recentré la conférence sur les filières agro-silvopastorales. Je pense que c'est le premier vivier pour le Burkina. Et travailler à financer de façon optimum ce secteur-là, pour moi, c'est assez pertinent. Donc, c'est autant une deuxième leçon qui a été tirée de la conférence de Paris. Aussi, cette conférence, en se pensant sur les filières agro-silvopastorales, a permis pour moi de toucher du doigt certaines réalités, même s'il y a certains aspects qui n'ont pas été évoqués, il leur fallu en tout cas évoquer pour moi pour être le plus en tout cas optimum possible. Il y a déjà cette question du foncier qui pose problème au Burkina, en tout cas dans la gestion des terres, qu'il fallait pour moi évoquer aussi, trouver des pistes de solutions adéquates. Il y a aussi actuellement, c'est l'actualité, la guerre autour du coton, qu'il fallait nécessairement évoquer avec certains cotoculteurs qui ne veulent plus cultiver du coton. Donc je pense que ces deux aspects devaient être mis en orbite à cette conférence pour permettre aussi à ceux-là qui veulent s'investir dans cette filière-là de pouvoir apporter leur contribution pour résoudre ces deux problèmes-là. Maintenant, d'une manière générale, la conférence de Ouagadougou, cette fois-ci, même si on ne veut pas avancer de chiffres, a pu permettre d'avoir des pistes sur ce qu'ils ont comme vision, en tout cas dans le domaine, notamment une région, une usine. Je pense que c'est déjà ce qui peut permettre de travailler à résorber ce qu'il y a comme production au niveau des filières agro-pastorales, parce qu'on a ces problèmes de compétitivité à l'extérieur qu'il faut travailler à juguler. Donc je pense que c'est une piste, pour moi c'est la meilleure piste qui peut être explorée. Maintenant, le temps, on a bien affaire à un gouvernement diesel, on le sait dès le départ. Ils ont enclenché aujourd'hui un plan précis, la filière agro-silvopastorale. Je pense que si les programmes, en tout cas, bien sûr, avec également le PADEL, mais si ces programmes-là peuvent être mis en œuvre, je pense que ça peut apporter des solutions concrètes pour le Burkinabé. Oui, Xavier, on l'a vu, donc on peut peut-être toujours attendre. Bon, moi je pense que le PNDS souffre d'un problème congénital, hein, les autres l'ont dit, c'est le problème de communication sur les 18 000 milliards. Parce qu'on a fait oublier les Burkinabés qu'ils doivent contribuer beaucoup plus. Ça, ce n'est que 35% du programme. 65% là devrait être mobilisé au plan interne. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on évalue ça? On a parlé de 200 grèves l'année passée qui ont plus ou moins bloqué les activités. On a tiré le son de quoi? Les impôts, ils doivent sortir, collecter l'argent. Ils étaient à quel niveau? Et à partir de la mise en œuvre du PNDS... Ils sont préoccupés par le fonds commun d'abord. Justement. Ils étaient à quel niveau? Et qu'est-ce que l'État leur a donné comme moyens supplémentaires avec ce plan national de développement économique et social? Je pense que ce sont ces préoccupations-là qu'on devrait se focaliser au lieu des 18 000 milliards. Parce que je n'en crois pas du tout. D'abord, c'est des projets
qui prennent du temps à être mises en œuvre. Et là, Guy Bamal a dit, si par exemple on promet quelque chose et on observe un peu la gouvernance du pays, on sent que ça piétine quelque part, les gens bloquent. Mais on a dit 60% de ces fonds qui devraient être mobilisés pour ces 5 ans-là devraient être contribués par les Burkinabés. Où est-ce qu'on en est? Alors, les impôts ont grévé. Cette année encore, on a vu ces grèves-là. En dehors de la mobilisation au niveau des impôts, au niveau des douanes, quels sont les autres financements au plan interne qu'on doit avoir? Est-ce que le Premier ministre peut nous faire le point de ça? Je pense que ce sont ces préoccupations-là qui devraient revenir sur la table de négociation parce que ça concerne beaucoup plus les Burkinabés que les financements attendus de l'extérieur et qui, bon, on voit aussi leur procédure. Hein. S'ils voient, comme il a dit, si les gens estiment qu'avec telle loi ou telle autre loi, voilà, ils se rétractent et puis on est obligé de patienter pour attendre qu'ils débloquent l'argent. Surtout qu'on sait que, selon certains experts, il y a des partenaires techniques et financiers qui ont bloqué les appuis directs au profit des appuis projets parce qu'ils attendent de voir un peu l'issue d'un certain nombre de politiques qui sont menées. Oui, Dabadi, pour... ajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire. En fait, effectivement, il faut que les Burkinabés comprennent une chose. La mise en œuvre ici du PNDS n'est pas l'affaire, n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. C'est l'ensemble des Burkinabés, en fait. Lorsqu'on parle des projets structurants, ce n'est pas le gouvernement qui va les réaliser. C'est vrai, le gouvernement étant la locomotive, ça dit qu'il doit travailler davantage à ce que la mise en œuvre ici soit accélérée. Mais il faut dire que le comportement des citoyens sur le terrain peut jouer sur la réalisation des projets. Et c'est à ce niveau, je pense que les Burkinabés doivent comprendre quelque chose. Quand les gens ont entendu effectivement 18 000 milliards, on pense qu'en réalité, on aura tous les 18 milliards. Non. Ce qui était recessé, c'est 5 000. Maintenant, il y a eu des promesses supplémentaires. Mais c'est à nous de savoir profiter. En réalité, c'est ça. Lorsque un projet, par exemple, n'est pas bien ficelé, mais on ne peut pas le financer. Celui qui vient mettre son argent dans un projet veut avoir des garanties qu'au terme de ce projet-là, il va rentabiliser, il va avoir de bénéfices. Tant que ce n'est pas le cas, il ne va pas financer. Et donc, je pense que ça, il faut que les gens en tiennent compte. Lorsque, par exemple, un investisseur ou un opérateur économique veut s'installer dans une région donnée pour réaliser un projet et qu'il y a bagarre autour du terrain, parce que des gens estiment qu'il y aura ceci ou il y aura cela, et qu'on finit par politiser l'affaire, comme on le voit avec certains projets à Bobo Dioulasso, mais les choses vont bloquer. En ce moment, ce n'est pas l'État seulement qui paie, ce sont les citoyens qui paient. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut que les gens comprennent la nécessité de travailler de sorte à ce que le PNDS puisse être réalisé. Dans tous les cas, le contenu du PNDS, ce n'est pas le gouvernement qui s'est assis, qui a pondu et puis présenté aux gens. Il y a eu des tournées même dans les régions pour prendre les préoccupations des gens. Donc si on prend vos préoccupations, ça veut dire quelque part, vous attendez à ce que effectivement quelque chose soit fait pour vous. Donc vous avez une part aussi de contribution. Naturellement, comme je l'ai dit, le gouvernement étant la locomotive, il appartient effectivement au gouvernement de mettre des bouchées doubles pour que les citoyens puissent effectivement aussi accélérer le pas et qu'il y ait moins de disputes, moins de problèmes autour de certains projets. Sinon, on ne va jamais avancer parce qu'il reste... Les affaires n'aiment pas les bruits. Ah oui, c'est clair, l'argent n'aime pas les bruits. Yacine Sanou, troisième sujet convoqué au débat ce matin. Le Conseil d'État annule des sanctions contre des magistrats. Comme notre confrère le reporter l'avait dit, c'est un chamboulement. Oui, je pense que c'est un séisme dans le monde judiciaire, on peut le dire, mais je pense que c'est de bon augure. Ça veut dire que, en tout cas, on peut espérer que l'indépendance de la justice soit une réalité parce qu'elle-même s'autorégule. Et je pense que ça remet en cause, au-delà de ça, on l'a bien dit, tout acte subséquent donc, qui a été pris par le Conseil de discipline sont donc annulés. Donc je pense qu'il y a plusieurs décisions, notamment la mise à retraite d'office de la présidente du CSM à l'époque, donc oui, Thérèse Traoré, et puis du procureur Arnaud Ouedraogo sont donc remis en cause. Donc ils sont réhabilités maintenant au ministère de la Justice maintenant de leur affecter de nouvelles attributions, étant donné que pour ce qui est de la présidence du CSM, ça c'est collégialement que la personne est désignée. Donc je pense que déjà, mais comme je l'ai dit, c'est plutôt de bon augure en tout cas pour l'indépendance de la justice qu'en elle-même elle trouve en tout cas les moyens de s'autoréguler.
réguler. Il y avait tellement de critiques autour déjà du conseil de discipline. Les deux personnes les plus concernées par cette décision avaient refusé de se présenter devant ce conseil de discipline. Les décisions du conseil de discipline avaient créé une certaine polémique au sein du monde judiciaire. Aujourd'hui, ce conseil est plus ou moins dissous. Ces décisions sont annulées. Donc je pense que c'est également aux acteurs de la justice de travailler à ce que déjà à l'avenir on puisse avoir plus d'assainissement dans les actions, mais aussi également dans la mise en œuvre, dans la mise en place des différentes structures. Oui, et Xavier, est-ce que c'est votre avis, comme ce qui se dit souvent dans l'opinion, qu'il y a eu un peu de précipitation? La décision du conseil de discipline, c'est comme une sorte de règlement de compte? Non, moi, je pense que il va de soi. C'est une insurrection au niveau de la justice qui n'est qu'à ses débuts. Vous savez, ce domaine était plus ou moins réservé pendant longtemps. Hein. C'est un carcan qui est un monde plus ou moins qui fonctionne en vase clos. Les gens ne savaient pas beaucoup du contenu de ce qui sortait au niveau de la justice. Et avec cette décision, on a senti que, vous voyez, c'est des magistrats eux-mêmes qui ont intenté l'action qui aboutit à l'annulation. Et on a dit qu'il y a vice de forme. Ça veut dire si des magistrats prennent des actes au regard de la loi et d'autres magistrats estiment qu'il y a vice de forme, il y a problème. Parce qu'ils sont censés avoir de la vertu, au moins une certaine sagesse par rapport aux lois pour ne pas se tromper. Et si on en arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre problème qu'il faut craindre, c'est le règlement du compte. Et là, c'est difficile. Si on en vient à un règlement de compte au niveau de cette institution qui doit décider du sort des Burkinabés, je vais dire, ceux qui sont impliqués dans certaines affaires, là, il faut craindre que les magistrats au niveau du Conseil d'État sanctionnent leurs collègues au niveau du Conseil de discipline. Je pense que c'est le pire qu'il faut craindre. Et je ne sais pas si le Conseil supérieur de la magistrature a d'autres formes de recours pour revenir sur ces conseils de discipline-là, parce qu'il y a nécessité quand même. Des gens sont soupçonnés de corruption, parce que dans le fond, on ne tranche pas sur le fond. Pour certains qui avaient été sanctionnés en son temps, les soupçons d'avoir tripatouillé Justement. les choses, par exemple, dans les dossiers judiciaires, voilà, manque à la déontologie du corps. Je pense que c'est des problèmes assez cruciaux quand même qu'il faut régler. Il faut aller au fond. S'il y a des gens qui ont fauté par moment, il faut les exclure. Je pense que le Conseil d'État a annulé la décision, mais nous ne nous satisfaisons pas particulièrement parce qu'on ne sait pas le sort qui est réservé à ces magistrats sur notre fin corrompus là. Voilà, par rapport à la corruption voilà, justement, au sein de l'institution. Je pense que le Conseil supérieur de la magistrature doit trouver en tout cas d'autres formes pour pouvoir sanctionner ces magistrats-là. Ou qu'on nous explique réellement ce qui s'est passé. Oui, et Ladibama. Non, moi contrairement à Yassine Sanou, moi, je ne vois pas cette décision comme un signe qui puisse nous faire, en tout cas, espérer quelque chose de bon. Moi, je suis plutôt concerné par cette décision, surtout quand on regarde le cheminement qui nous a amenés là. Moi, j'ai compris ici qu'il y a des gens, tant que le conseil de discipline prenait des décisions qui ne les concernaient pas, ce conseil était en tout cas légitime pour en tout cas légiférer, enfin, pour juger. Mais dès que ce conseil devait statuer sur des cas les concernant eux-mêmes, tout de suite, ils se sont retournés pour remettre en cause ce conseil. Moi, ça me pose un problème. Parce que si on a bien compris, c'est quand il s'agit de parler du cas de la présidente du CSM que tous les problèmes ont commencé. Pourtant, cette même dame était dans ce même conseil de discipline. Elle a eu à juger ses collègues. Il n'y avait pas de problème. C'est elle qui avait même signé, voilà. Je crois, l'acte fondateur du conseil de discipline. Justement. Et pourquoi aujourd'hui que c'est elle qu'on doit juger, automatiquement, il y a un problème qu'il faut résoudre avant de pouvoir y arriver. Moi, je trouve qu'il y a quand même un problème à ce niveau. On ne doit pas pouvoir accepter ça comme ça. Et j'ose croire qu'en tout cas, il y aura d'autres recours parce que, comme Xavier l'a dit, cette décision qui avait été prise contre ces magistrats, c'est pas, enfin, je ne pense pas que ce soit pris comme ça sans fondement. On a tous suivi ici, par exemple, le problème de la Cour de cassation. Personnellement, moi, j'ai travaillé sur ce dossier. On a vu, preuve à l'appui, comment les gens ont tripatouillé cette décision au niveau de cette juridiction. On ne peut pas venir d'aujourd'hui que
il n'y a rien eu là-bas et qu'on passe tout en perte et profit et puis bon, les gens, on ne les sanctionne pas, ce n'est pas possible. Ce serait vraiment scandaleux. Donc la décision pour vous du Conseil d'État n'annule pas forcément les soupçons de corruption. Mais là où on en est aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on regarde cette décision du Conseil d'État, on nous remet à la case départ, on ne sait pas quoi faire. Maintenant, le problème, c'est que, c'est pourquoi je dis que j'ose croire qu'ils vont trouver en tout cas des voies et moyens pour qu'on puisse en tout cas statuer sur ces cas-là. Parce que quand on lit cette décision, elle ne dit rien par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La suite à donner. La suite, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne nous dire qu'à cause de cette décision-là, c'est fini. Tous ces gars qu'on a vus ici qui ont fait toutes ces choses-là abominables seront en tout cas blanchis comme ça et puis bon, on va continuer comme ça. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas avancer. Et si c'est le cas, ça voudra dire que désormais, dans toutes les corporations au Burkina, si quelqu'un est mis en cause dans la justice et qu'il est condamné, on s'organise entre nous aussi, on s'en va et puis on empêche l'exécution de la décision. C'est ce qui passe ici. Les magistrats, finalement, quelle image ils donnent, quel message ils nous envoient, c'est qu'on ne peut pas les toucher eux en tant que magistrats. Voilà le message qu'on nous envoie aujourd'hui. C'est-à-dire quand un magistrat est pris dans une situation où il doit être sanctionné, on ne doit pas le sanctionner. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est ça, ce sera dommage. Dabadi. Oui, moi, je ne vois pas les choses de cette façon. En fait, ce qu'il faut noter ici, c'est quoi? C'est une décision de justice. Et moi, je m'en voudrais de la commenter. Parce qu'une décision de justice, on ne peut pas la commencer en tant que telle. Tout ce qu'on peut dire, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas surpris de la décision qui a été rendue par le Conseil d'État. Je m'explique. On a tous su comment les gens ont travaillé au sein du Conseil de discipline. Il y a eu une sorte d'indiscipline. Et lorsque on travaille dans ces conditions, on ne peut aboutir qu'à un tel résultat. Même le président du FASO à l'époque, si vous vous souvenez très bien, avait essayé d'interpeller effectivement le Conseil, mais rien n'est fait. Il y a 5 membres qui ont été récusés. 3 ont accepté de se mettre de côté pour permettre au Conseil de faire correctement son travail. Il y a 2 qui ont refusé, qui ont siégé jusqu'au bout et qui ont pris des décisions. Mais naturellement, si les 2 là ne sont pas habilités, mais c'est clair que la décision que ces 2 là vont prendre ne pourra pas être juste. Je pense que souvent, il faut que les gens prennent conscience. Mais Dabadi, en fait, le problème de l'opinion aujourd'hui, c'est de se poser la question, oui, est-ce que cette décision du Conseil d'État n'est pas un blanc-seing pour le blanchiment? Pas du tout. Est-ce que ça annule peut-être des soupçons de corruption? On annule une action, mais on n'a pas dit que c'est c'est-à-dire que les faits qui sont reprochés aux magistrats ne sont pas fondés. C'est 2 choses qu'il faut comprendre ici. C'est la décision qui a été prise par le Conseil qu'on a contestée. Et c'est cette décision qui a été annulée. Mais ça ne veut pas dire qu'on a dit on a dit que non, il n'y a pas de, comment il faut dire ça, qu'ils sont blancs comme neige. Non, je pense que c'est 2 choses qu'il faut séparer. Une décision a beau être juste si elle n'a pas suivi Ici, en fait, c'est une question de règles. Ça veut dire que la décision qui a été rendue par le Conseil de discipline n'a pas suivi la voie. Et lorsqu'une décision ne suit pas la voie, mais le juge suprême n'aura pas le choix que de prendre une telle décision. Yacine Sanou. C'est dommage. Je voulais quand même. Je dis c'est dommage parce que ici, la conséquence c'est quoi? C'est que la crédibilité de ce Conseil de discipline prend un coup. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce qu'on pouvait aussi faire autrement lorsqu'on est face à des situations... C'est pas ricocher la magistrature dans son ensemble. Exactement, c'est ça. Je pense qu'il est évident qu'on va mettre en place un nouveau conseil de discipline qui va statuer sur ces différents cas. Il y a l'affaire donc de mandat d'arrêt, l'annulation de mandat d'arrêt contre Soro. Il y a les juges qui ont été révoqués pour des cas donc, de corruption et autres. Je pense que tous ces cas-là vont être statués par le nouveau conseil de discipline. C'est cela que moi je me réjouis, en tout cas, qu'on puisse avoir ce conseil de discipline. Il y avait tellement de polémiques qu'il a développé sur le conseil de discipline dont les décisions, dont les actes ont été annulés. Je pense que c'est à cela qu'il faut travailler, à mettre en place un conseil de discipline qui puisse travailler sereinement. Et je pense que c'est à cela que les acteurs de la justice eux-mêmes sont interpellés. Le conseil va nécessairement reprendre tous ces dossiers-là et prendre des décisions sur ces dossiers-là.
Oui, Xavier, pour terminer sur ce sujet. Je voudrais juste dire par rapport aux arguments avancés par Dabadi Zumbara sur le fait que souvent dans la justice, dans la procédure en tant que telle, il peut y avoir vice de forme, mais de juge, outre pas souvent, ces vices-là pour aller au fond, pour juger les dossiers, pour dire que la décision qui a été prise, même s'il y avait vice de forme, au regard des enjeux au niveau du fond, je pense que le Conseil d'État devrait réfléchir par 2 fois avant d'annuler la décision, ou du moins à sortir expliquer l'opinion par rapport à cette décision. Parce que lorsque vous prenez une décision comme ça, alors on sait que la majorité des Burkinabés ne comprennent pas le fond des dossiers, on sait qu'il y a des magistrats qui étaient soupçonnés de corruption, personne ne les nie, et on dit non. Il y a un conseil de discipline qui a été mis, le conseil est illégal, donc on annule les décisions et tout ce qui s'ensuit. Donc il ne faudrait pas qu'on s'arrête là. Oui, Ladibama, très rapidement. Remarquer à Dabadi Zumbara que le conseil d'État, quand même, c'est la justice suprême dans l'ordre administratif. Et sa décision, normalement, elle est susceptible de recours. Voilà. À moins qu'on ne parte maintenant à l'international. Et c'est pourquoi, par rapport à ce que Yacinthe aussi dit, je ne vois pas par quel miracle et on va encore remettre en place notre conseil de discipline pour statuer sur ces cas-là. Parce que, quand même, il y a quand même l'autorité de la chose jugée qui est là. Par quel miracle on va le faire? La magistrature continue. Donc, il y a un nouveau conseil de discipline qui va être mis en place. Pour revenir encore sur une chose qui a été jugée, comment ça se fait? Comment ça se fait? Sont sur la table du conseil de discipline. Les dossiers de corruption et les dossiers d'annulation de mandat d'arrêt sont sur la table du conseil de discipline. Alors, si on met en place une je regrette parce que les magistrats qui ont été mis en cause, déjà, si vous voyez, ils sont déjà écrits victoire. Il y en a même qui ont commencé à attaquer certains confrères en justice pour avoir commenté un certain nombre de décisions les concernant, puisqu'ils disent avoir été blanchis. Ça veut dire que l'autorité de la chose jugée ici, on n'y peut rien, c'est jugé, c'est considéré comme jugé. À moins qu'on le fasse maintenant par une acrobatie maintenant pour revenir encore dessus, je ne vois pas comment on va le faire. Oui, c'est ça la réalité. Dabadi, très rapidement, je voudrais qu'on dise un mot également sur la Côte d'Ivoire avant de... Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Les décisions d'un conseil de discipline sont différentes des décisions de justice. C'est-à-dire qui ont été rendues par un juge suprême. C'est des gens qui ont décidé d'attaquer une décision. Elle peut être, effectivement, ce n'est pas pour rien, c'est le Conseil d'État. Parce que nous sommes en matière administrative en ce moment. Voilà pourquoi ils ont attaqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a blanchis. On a justement annulé la décision parce qu'elle a été prise dans l'illégalité. Mais est-ce que le risque de les avoir blanchis là n'est pas non plus également réel? Non, mais le problème c'est quoi? Vous imaginez, si une décision a été prise de façon illégale et que le juge suprême a validé ça, mais c'est très dangereux aussi pour la justice. Comme il a dit, il y a un autre conseil de discipline qui va se mettre en place et qui va travailler et qui peut revenir sur les mêmes dossiers. Voilà. Il était dans le même conseil de discipline. Mais il a participé à prendre les mêmes décisions. Comment est-ce qu'il se retourne de l'autre côté et puis il change de décision? C'est ça le problème. Moi, je dis que ici, quand on a dit aux 5 personnes, on a récusé le choix de 5 personnes. C'est parce que des gens ont été mis en cause aujourd'hui qu'on refusé. On va revenir certainement sur ce sujet à débat de presse la semaine prochaine. Très rapidement, la Côte d'Ivoire, Ladibama, on l'a vu. Henri Konan Bédié, le président du PDCI, qui exprime certainement son ignorance par rapport à la formation du nouveau gouvernement Gon Coulibaly. Il dit qu'il n'a pas été consulté alors que dans ce nouveau gouvernement, il y a eu près d'une dizaine de cadres PDCI et ensuite c'est fait sous la houlette du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes, et l'espoir également d'un parti unifié qui s'éloigne de jour à jour au fur et à mesure qu'on atteint l'échéance de 2020. Je crois qu'il n'y a rien de surprenant dans ça. Hein. Il n'y a rien de surprenant. Il peut bien ne pas être consulté. Et moi, je vois ça, j'inscris ça dans la logique que le président Alassane Ouattara a décidé d'adopter depuis un moment. Il a décidé un passage en force et il ne tient plus compte de l'avis de ses alliés d'hier. On sait qu'aujourd'hui, lui et Bédié ne sont plus sur les mêmes longueurs d'onde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il faut mettre à rude épreuve la cohésion au sein du parti de Bédié, il n'hésite pas à le faire et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas eu besoin de l'avis des ressortissants de ce parti pour grignoter dans leur rang, pour faire son gouvernement. Et il pense qu'il va s'en sortir, mais moi je pense que ça va être coincé à la fin parce que ça va être très compliqué. Si le PDCI décide de ne pas aller à cette fois-là, c'est ce qu'il faut dire, il ne pourra pas passer. Surtout qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus un rapprochement entre le PDCI, Soro
Et aussi, on parle aussi de Soro qui se rapproche aussi du FPI. Des travaux sont en train de se faire à ce niveau. Moi, je vois que si ces trois se mettent ensemble, je ne vois pas comment Alassane Ouattara, malgré donc ces velléités de troisième mandat pourra y arriver. Passer. Mais on attend de voir. Il dit qu'il donne sa décision le 6 août prochain. Attendons de voir. Dabadi. Oui, non, moi je pense que Adou joue à l'autruche. Lorsqu'il fait faire croire aux gens qu'il n'y a pas de crise, je dis ce n'est pas vrai. Lorsqu'un parti comme le PDCI, qui est régulièrement consulté pour la formation d'un gouvernement, dit que pour cette fois-ci, il n'a pas été consulté, alors qu'il y a des cadres qui se retrouvent au sein de ce gouvernement, il y a un problème. Je pense que Ado peut se réjouir d'avoir débouché certainement certains cadres du PDCI qui ont intégré le gouvernement. Mais cela ne veut pas dire que le problème est résolu. Je ne crois pas. Parce que, vous savez, tous nous connaissons quand même, nous savons la force du PDCI en Côte d'Ivoire. Et Ado, à mon avis, joue avec le feu. S'il s'amuse, même s'il a quelques éléments avec lui, c'est-à-dire du PDCI, ça ne va pas prospérer. Nous l'avons vu au Burkina ici. Lorsque Blaise a voulu modifier la Constitution, on a vu qu'en temps, il y a des partis qui se sont regroupés, mais finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a pas empêché l'insurrection populaire. Et ce qui est dangereux dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas fini de résoudre les problèmes, ou sinon, on n'a pas fini de résoudre la crise même de 2011. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont toujours en procès. Vous avez la réconciliation qui n'a pas pu s'opérer comme il se devait. Et donc, autant de sentiers qui devraient permettre aux Ivoiriens de se réconcilier avec eux-mêmes, ça n'a pas été fait. Et adopter un troisième mandat. Moi, je pense qu'il joue avec le feu. S'il n'y prend garde, il va se faire brûler. Parce que si, effectivement, il y a coalition entre les deux partis, c'est-à-dire le FPI, le PDCI, et avec l'appui de Guillaume Soro, effectivement, mais Adou perd les élections. Et s'il perd les élections, il va où? Soit il va en exil, et ça, c'est s'il a la chance de prendre l'avion avant qu'on ne bloque l'aéroport. Sinon, ça va être difficile. Yassine Sanou, pour terminer sur ce sujet. Alors, moi, j'ai une autre théorie. Pour moi, ces deux hommes politiques, en tout cas, sont en train de nous dérouler une savante stratégie politique, tout simplement parce que je doute sincèrement qu'il y ait eu nomination de ces ministres-là sans véritablement une concertation entre ces deux hommes politiques. Donc pour moi, l'idée du PDCI, le communiqué qui avait été fait par le PDCI, c'est qu'en d'autres temps, on consultait Bédier et qui envoyait une liste de ministrables. Cette fois-ci, ça n'a pas été fait pour ne pas laisser de traces. Bien sûr. Et il y a aussi la querelle qu'il y a au sein du PDCI. Et on sait très bien donc que le Bédier n'est pas à même de trancher déjà à l'heure actuelle cette querelle-là. Et pour permettre d'intersaper, soutenir Alassane sans avoir l'air de le soutenir, il y a cette manœuvre-là qui peut être plus ou moins une piste. Pour moi, c'est plus ou moins, en tout cas la théorie. Bien sûr, on sera édifié dans le processus, notamment le 6 août déjà, lorsqu'il va se prononcer véritablement sur son avenir politique. Mais je pense que Alassane et Bédier forment un couple qui n'est pas séparable aujourd'hui. On attend le 6 août pour voir ce qui va se passer. Xavier, juste la France et la Croatie jouent ce soir pour la finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Votre pronostic, la France ou la Croatie? Moi, je pense beaucoup plus à la France au regard de leur constance, au regard de leur système de jeu. Je ne suis pas spécialiste en football, mais je pense que depuis le début de ce mondial-là, la France est constante dans son jeu. Je pense que la France va gagner. Et vous, Yassine? Je pense que tout concourt à ce que ce soit la France, mais le football, s'il n'y avait pas cette dose de surprise, ne serait plus le football. Mais je pense qu'en tout cas, à 80%, la victoire est déjà dessinée plus ou moins pour la France, compte tenu de la fatigue. La fatigue, 3 prolongations, et elle est plus vieille déjà en termes d'âge que la France. Elle manque aussi d'expérience de ce genre de grands matchs-là. La France sort d'une finale de l'Euro. Et donc, également, la France compte plus de joueurs qui ont l'habitude des grands rendez-vous internationaux. Donc, je pense qu'à 80% maintenant, les 20% restent ce qu'il y a dans le football de surprise. En un match, tout peut se chambouler.
Merci. On attend ce soir pour voir, dans quelques heures, la finale de la Coupe du Monde Russie 2018 entre la France et la Croatie. Voilà, merci à tous les 4 d'être venus. Ladji Bama était là. C'est le rédacteur en chef du journal d'investigation Le Reporter. Et merci également à Dabadi Zumbara, le rédacteur en chef adjoint du journal Les Éditions Le Pays. Merci à Yacinthe Sanou, le directeur de l'information de Omega, et à Xavier Belemiégré de la RTB Radio. Merci d'être venu pour ce débat. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de votre disponibilité et de votre attention à cette émission et à une prochaine pour Débat de presse. Au revoir. Un peu plus, j'allais prendre un coup de pilon sur la tête. Oui, mais...